Ça y est, José Mourinho est de retour dans la Casablanca. Il est de retour du côté du Real Madrid. C'est presque officiel. Le Here We Go de Fabrizio Romano est tombé hier dans l'après-midi et ça marque le retour du Special One du côté de la capitale espagnole, Madrid. Et ça sonne aussi comme une sorte de révolution parce que oui, après 2 saisons blanches, après avoir laissé le Barça installer petit à petit son hégémonie du côté de la scène nationale en Espagne, qui ont tout raflé lors des 2 dernières saisons sur le plan national, que ce soit la Copa del Rey ou la Liga, eh bien Mourinho arrive comme en 2010 pour venir mettre fin justement à ce début d'hégémonie des Catalans, et son retour fait extrêmement plaisir parce que oui, si au début il n'était pas le choix premier pour le Real Madrid et même pour ma personne, aujourd'hui avec un vestiaire aussi empoisonné, un vestiaire qui manque de cadre, qui manque de leader, qui manque énormément de choses, eh bien avoir un entraîneur comme José Mourinho qui connaît la maison, qui a justement cette poigne, qui a ce caractère, qui a cette personnalité pour justement transformer ses joueurs starlets en des guerriers et des bonhommes qui vont justement essayer d'aller tout remporter, les transformer tout simplement en des champions. José Mourinho arrive, donc il y aura un nouveau mercato et on se retrouve donc aujourd'hui pour mon mercato idéal du Real Madrid pour la saison 2026-2027. Évidemment, il n'y aura pas une révolution complète en termes d'effectifs parce que cet effectif a énormément de potentiel. Tu as des joueurs de classe mondiale, mais il te faut quelques recrues pour justement peaufiner cet effectif et le rendre bien meilleur, bien plus cohérent, bien plus fluide, notamment au milieu de terrain, parce que oui, on dit souvent que José Mourinho est un entraîneur défensif, mais rappelons tout d'abord que lors de son premier passage du côté de la capitale espagnole, eh bien, c'était un entraîneur qui a marqué énormément de buts, en tout cas, ses équipes ont marqué énormément de buts, et surtout, il met une importance cruciale à son milieu de terrain. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler à la fois de mon mercato idéal, quelle recrue je veux voir du côté du Real Madrid, il y en a quand même quelques-unes, qui je veux voir partir de ce Real Madrid, et enfin vous donner mon 11 probable de la saison 2026-2027 sous José Mourinho. Et oui les amis, la hype elle est là, même si attention, il y a énormément de doutes autour du coach et du tacticien portugais, mais pour le coup, à l'instant T, dans le moment où on est avec le Real Madrid, c'est peut-être l'entraîneur idéal. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous inviter à liker la vidéo comme d'habitude. Je sais que vous répondez constamment présent. Et aujourd'hui les amis, l'objectif pour cette grosse vidéo, eh bien, c'est les 1000 likes. Et je sais que vous en êtes capable, donc je vous attends dans la barre des likes. Vous allez bombarder cette barre des likes justement. N'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur tablette ou smartphone. Vous descendez, vous slidez justement le côté des commentaires. Vous allez trouver justement l'icône pour booster. Ça aide énormément. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de mon mercato, qui pour vous ne viendra pas. Est-ce que pour vous c'est assez réaliste et est-ce que pour vous vous auriez amené un autre type de joueur? Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'objectif c'est les 20 000 abonnés. On est à 18 800. On s'en rapproche très rapidement. Donc je compte sur vous et merci pour la force, les amis. Pour entrer directement dans le vif du sujet, on va faire un petit préambule. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vous parle de mon mercato idéal, mais il y a une certaine aussi réalité. Aujourd'hui, économiquement parlant, le Real Madrid n'est pas exceptionnel. Ils ne sont pas dans une crise financière comme le FC Barcelone, mais il est clair que le Real Madrid ne peut plus rivaliser notamment avec les clubs anglais qui, eux, pour le coup, sont vraiment dans une sorte de Super League avec des budgets presque illimités, ou encore lutter face au club État. Donc le Real Madrid va devoir recruter intelligent, le Real Madrid va devoir recruter avec des moyens qui sont un peu plus limités, c'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher des joueurs à 100 millions par-ci, 100 millions par-là, il va falloir faire des coups intéressants, et surtout, ce n'est pas des coups pour les noms, mais des coups pour le sportif, pour une logique sportive, notamment pour le style de jeu de José Mourinho. En parlant de José Mourinho, avant de faire justement le mercato et de donner les joueurs que je veux voir arriver du côté de la capitale espagnole, il est selon moi important d'énumérer les objectifs du coach portugais et du Real Madrid. Tout d'abord, vous le savez, au Real Madrid, il n'y a pas de saison de transition. Chaque saison, les objectifs sont les mêmes. Remporter toutes les compétitions où le Real Madrid est en lice, que ce soit la Ligue des Champions, la Liga, la Copa del Rey, la Supercoupe d'Espagne. Bref, le Real Madrid doit absolument tout remporter. C'est dans l'ADN du Real Madrid et c'est pour ça que le Real Madrid est le Real Madrid. C'est parce que les exigences sont très très élevées. Maintenant, José Mourinho aura aussi des missions très particulières. La première et la plus grosse mission, selon moi, c'est refaire de ce vestiaire un vestiaire sain. Parce qu'aujourd'hui, avec la bataille des égaux entre Vini, Mbappé, Bellingham, les bagarres qu'il y a eu entre Carreras et Rudiger, entre Tchouaméni et Valverde, il va falloir remettre de l'ordre dans ce vestiaire. Il va falloir les transformer en justement des champions. Et ça, José Mourinho, ce sera sa plus grosse, mais vraiment sa plus grosse mission. Ensuite, redonner un ADN à ce Real Madrid, redonner cette envie de gagner, refaire de ces joueurs-là
des champions parce qu'il est bon de rappeler que avant que José Mourinho arrive en 2010 du côté de la capitale espagnole, eh bien le Real Madrid avait enchaîné 6 saisons en se faisant éliminer au huitième de finale de Ligue des Champions. Ce qui est tout bonnement scandaleux quand tu es le Real Madrid. Et quand Mourinho est arrivé, il a amené à la fois la culture du travail, mais la culture aussi de la gagne, parce que ce Real Madrid-là a gagné. Ils ont mis fin à l'hégémonie du FC Barcelone de Pep Guardiola. Et en plus de ça, ils ont fait 3 demi-finales en 3 ans. Donc José Mourinho sait faire avec tout ça. Et ensuite, il va falloir aussi créer un collectif. Il va falloir créer un groupe équipe. Il va falloir retransformer cette équipe d'ego en une famille, quelque chose qu'il avait réussi notamment José Mourinho aussi lors de son premier passage du côté du Real Madrid. Et enfin, dernier objectif, dernière mission de José Mourinho, lui donner une identité à ce Real Madrid. On le sait, son style de jeu, on va en parler dans quelques secondes parce que c'est important notamment pour le mercato. Le style de jeu de José Mourinho est très marqué, une assise défensive, des transitions rapides. Eh bien, il va falloir redonner justement une identité à ce Real Madrid qui aujourd'hui se perd totalement. Maintenant, on va parler du style de jeu de José Mourinho. Comment imaginer ce Real Madrid la saison prochaine? Parce que je trouve que c'est important, notamment pour comprendre aussi le schéma de jeu que j'ai mis en place. José Mourinho, ça n'a pas changé en 15 ans. Il est devenu un peu plus pragmatique, mais ça reste un entraîneur qui veut baser son équipe sur une grosse assise défensive, c'est-à-dire sur un back fort qui va être très intéressant, très solide, capable d'encaisser les attaques justement des adversaires, les offensives adverses, pouvoir contrôler tout ça et pouvoir transitionner rapidement. Grâce à quoi? Grâce à des bons passeurs au milieu de terrain. À l'époque, on avait du Kedira et on avait surtout du Xabi Alonso qui était capable d'allonger par sa qualité de relance et sa qualité de passe et avoir des attaquants qui vont très très vite et des milieux de terrain qui vont accompagner, notamment la première saison où tu avais la deuxième saison, il me semble, de Mourinho où tu avais Kaka qui poursuivait justement les contre-attaques aussi et avoir des flèches en attaque comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior qui vont devoir justement utiliser leur qualité première qui est la vitesse, qui est l'élimination, qui est la prise de profondeur. Donc voici le jeu de aujourd'hui de José Mourinho. C'est un jeu qui est très intensif, qui est très énergivore. C'est un jeu où chaque joueur doit faire les efforts, chaque joueur doit défendre parce que oui, ça défend en bloc équipe et plutôt bas sur le terrain. C'est-à-dire que Mbappé, Vinicius vont devoir faire les efforts défensifs. Bellingham, pareil, le milieu de terrain. Le milieu de terrain doit être à la fois travailleur mais plutôt bon techniquement parlant. C'est pour ça qu'il y aura notamment des recrues au milieu de terrain. Et les défenseurs vont devoir être très très solides avec un très bon gardien. Mais ça pour le coup, vous le savez, avec Thibaut Courtois, on a ce top gardien. Commençons par le schéma de jeu. Je pars, comme vous pouvez le voir, sur un 4-4-2 losange. Pourquoi? Parce que j'ai tourné le schéma dans tous les sens. Et même si José Mourinho adore jouer avec son fameux 4-2-3-1, je pense qu'il est presque impossible de jouer avec cette formation-là quand tu sais que dans ton équipe, tu dois faire jouer Vinicius Mbappé, que Bellingham est un titulaire, que Arda Güler, au vu de sa fin de saison, mérite d'être titulaire. Et c'est un joueur qui va plaire, je pense, à José Mourinho par sa qualité technique et sa créativité. Parce que Tchouaméni, il est irréprochable sur le terrain. Donc au final, tu te retrouves à avoir pas assez d'éléments pour avoir un ailier droit, mais plutôt pour avoir deux attaquants et un numéro 10. Donc je pars du coup sur un 4-4 de Legends avec un 6, deux numéro 8, un numéro 10 et deux attaquants. Commençons directement le mercato idéal avec l'aspect défensif. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez pu voir déjà deux recrues en défense, mais on va commencer par le gardien de but avec Thibaut Courtois. Évidemment, le géant belge qui a encore sorti une saison XXL. L'homme qui sauve des matchs, l'homme qui fait gagner des matchs justement à cette équipe, l'un des rares gardiens de l'histoire qui fait gagner des matchs, ça c'est tellement fort de la part du géant belge. Il est encore au Real Madrid pour une ou deux saisons, il me semble. C'est un joueur qui malgré l'âge, on ne sent pas encore justement le poids de l'âge sur ses épaules. Au contraire, on a l'impression que chaque saison, il te fait des arrêts de plus en plus loufoques. Cette saison, encore une fois, il nous a sauvés à de nombreuses reprises. Et on le sait, la défense et le goal du Real Madrid sont souvent mis à contribution. C'est un gardien qui est une valeur sûre, c'est un leader. Ça m'étonnerait même pas que ce soit lui le capitaine la saison prochaine parce que on le sait, c'est un leader de ce vestiaire. Il n'a pas peur de parler à la caméra, il n'a pas peur de dire les quatre vérités à tous les joueurs parce que honnêtement, dans cet effectif, il n'y a personne qui peut regarder dans les yeux justement Thibaut Courtois et lui dire j'ai une meilleure carrière que toi ou j'ai plus d'expérience que toi. Donc je pense réellement que Courtois capitaine, ça peut être une réalité comme à l'époque avec Casillas qui était le capitaine. Donc ouais, Thibaut Courtois, titulaire indiscutable, qui va plaire forcément à Mourinho, tant il va le sauver à de nombreuses reprises. Pour le deuxième gardien, je pars avec Andriy Lunin. Pour le coup, c'est un gardien de remplaçant mais qui fait extrêmement le café, qui fait le taf. C'est un gardien qui quand on a besoin de lui, eh bien répond présent. Cette saison encore une fois, il a montré que quand Courtois avait des pépins physiques, eh bien Loudin était capable de réagir, était capable de faire la différence. C'est un gardien qui, honnêtement,
On est chanceux en termes de deuxième gardien, on a peut-être le meilleur deuxième gardien de la planète parce que oui, un tel niveau, on se rappelle encore une fois de sa saison 2023-2024 où il avait excellé, donc pour le coup, rien à dire du côté d'André Lunin et de Thibaut Courtois. Et en troisième gardien, tu mets soit un Mesté, soit un gardien du Castilla qui a fait une très bonne saison, il me semble. Enfin, celui des U19, celui qui joue à la Youth League, il me semble qu'il a fait une plutôt bonne saison. Je m'y attarderai un peu plus tard, mais pour le coup, le poste de gardien de but n'est pas celui où il y a le plus de travaux du côté du Real Madrid. Au poste de défenseur central, là, vous pouvez déjà voir que j'ai mis Schlotterberg et Eder Militao. Il faut savoir qu'en termes de défenseur central, à la base, j'avais dit au revoir à Rudiger. J'avais dit au revoir à Rudiger en fin de contrat parce que selon moi, il est capable du pire comme du meilleur. Attention, cette saison, il a eu des très bons matchs, il a eu des très mauvais matchs. Je trouve qu'en termes de leader, c'est un leader, mais qui est capable de faire des folies, notamment la polémique qu'il y a eu avec Carreras. Apparemment, il l'aurait giflé. Donc, à la base, je voulais me débarrasser de Rudiger. Maintenant, le Real Madrid, enfin, il semble avoir accepté la prolongation de contrat d'un an du Real Madrid. Donc, Rudiger devrait rester une saison de plus. Donc, ça ne sert à rien d'imaginer un départ alors qu'il va rester. Il sera dans la rotation. Évidemment que je ne le mets pas en tant que titulaire. Je vais miser dans les défenseurs centraux avec Ider Militao et Dinayson qui sont déjà présents parce que Dinayson, on a beau dire ce qu'on veut, pour moi c'est un joueur avec un énorme potentiel, un énorme talent. Sa double rencontre face à City l'a montré, c'est un joueur qui joue du côté de la Roja. J'espère que en disant ça, on va le voir quand même être sélectionné du côté de la sélection espagnole. C'est un joueur avec un énorme potentiel, un énorme talent, une qualité de relance exceptionnelle. Défensivement parlant, il ne peut que s'améliorer. Et surtout, il y a quelques années, on avait un José Mourinho du côté de l'AS Roma qui avait fait le forcing pour voir justement Dinayson du côté de la Juventus, arrivé du côté de la Roma. Il l'avait eu pendant, il me semble, 6 mois. Donc ouais, il se connaît. Je pense que vraiment, Mourinho va pouvoir miser sur Dinayson. Vous l'avez vu, je ne l'ai pas mis titulaire directement parce que selon moi, je pense qu'il ne sera pas titulaire directement. En tout cas, si, il sera titulaire directement parce que Eder Militao, je le garde malgré ses pépins physiques. Je trouve que en fait, il manque de chance, Militao. Les blessures qu'il a, c'est pas des blessures qui sont régulières, c'est des blessures qui sont très très graves, malheureusement, qui font que euh, on peut rien y faire. C'est pas plusieurs petites blessures qui vont le retirer du terrain pendant une longue période. C'est surtout de la malchance entre guillemets où il a subi 2 fois les croisés et maintenant une grosse blessure où il va revenir que début de saison prochaine. Mais on l'a vu encore une fois cette saison, quand il a commencé à jouer, quand il était titulaire, quand il a eu du jeu, du rythme dans les pieds, eh bien c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales de la planète et ça on peut rien y faire. C'est un joueur qui est excellent. C'est un joueur qui a 28 ans. Pour moi, je lui laisse une dernière saison. Si cette saison, encore une fois, il n'arrive pas à enchaîner, si encore une fois cette saison, il a du mal euh, à revenir à son meilleur niveau, là, je pense que tout simplement, je m'en débarrasserai la saison prochaine. Mais pour l'instant, 28 ans, je pense qu'encore une fois, il peut nous donner 4-5 saisons de très très haut niveau. Donc je veux miser sur Eder Militao avec Dinayson. Donc ce serait eux 2 des 3 titulaires. Parce que oui, avec José Mourinho, je veux 3 titulaires en puissance en défense centrale, comme à l'époque avec Raphaël Varane, Sergio Ramos et Pepe. Et le troisième joueur serait évidemment Schlotterberg, le joueur allemand du côté du Borussia Dortmund, un joueur qui vient de prolonger mais qui a une clause libératoire. Si jamais certains clubs viennent le chercher comme le Bayern, le Barça et le Real Madrid, il me semble. Donc voilà, moi je trouve que Schlotterberg c'est un joueur qui est de très grande qualité. 26 ans, il va arriver à son prime. Très très solide défenseur, très très grand, très bonne qualité de relance. Gaucher, ça pourrait faire un peu doublon avec Dinayson, mais Dinayson est presque ambidex il me semble, même si je crois qu'il est même presque parfait ambidex. Donc je pense que les deux peuvent vraiment bien jouer ensemble. C'est un joueur qui est bon techniquement parlant, c'est un joueur qui est solide. Dans le jeu aérien, il est vraiment très très intéressant, que ce soit défensivement ou offensivement. Je trouve que c'est un joueur qui aujourd'hui est assez accessible contrairement aux autres défenseurs centraux, comme par exemple un William Saliba où il va falloir mettre carrément, je pense, 100 millions, 120 millions. Et je pense que le Real Madrid aujourd'hui n'a pas les fonds pour aller chercher un William Saliba, surtout que je crois qu'il a prolongé ou il va prolonger. Donc ouais, avoir un Schlotterberg pour une soixantaine de millions d'euros. J'ai vu que sur Transfermarkt, il était autour de 50-55 millions. Il était évalué autour de 50-55 millions. J'ai mis 60 millions. Ça peut être 70, ça peut être 55. En tout cas, ça va tourner, je pense, autour de ce tarif-là. En plus, on connaît le lien entre le Dortmund, enfin entre Dortmund et le Real Madrid. Il y a eu énormément de ventes, énormément de prêts entre les deux. On leur a vendu Hakimi. Ils nous ont vendu Jude Bellingham. On peut s'arranger entre les deux clubs. Donc ouais, je partons avec Schlotterberg et Eder Militao quand tout le monde va bien. Cette charnière centrale, je trouve qu'elle est même complémentaire avec un Eder Militao qui est lui aussi bon à la relance. 2 joueurs qui excellent à la relance et 2 joueurs qui sont très solides
défensivement, encore plus avec un Eder Militao. Un joueur comme Schlotterberg qui, 26 ans, encore une fois, je le répète, c'est très très jeune pour un défenseur central. Il peut donner encore même une dizaine d'années de très très haut niveau. Donc ouais, je pense que Schlotterberg, ça peut être une très très bonne idée. J'ai pas voulu aller sur entre guillemets, le tapis entre guillemets qu'est Ibrahima Konaté du côté de Liverpool. Il sort d'une saison très compliquée. Je pense que ça peut être compliqué. Il a un profil de jeu qui, selon moi, est trop rugueux et manque de qualité technique. Alors oui, tu me diras qu'avec Militao, avec Alisson, tu peux mettre un profil un peu plus robuste, mais je trouve que ça fait vraiment défaut du côté de Konaté. Les autres défenseurs centraux, ça a été compliqué. Mon choix numéro un aurait été Dayo Upamecano du côté du Bayern Munich, mais il a prolongé du côté justement de la Bavière. Donc pour le coup, c'était compliqué d'aller le chercher, mais c'était lui mon choix numéro un. Mais mon choix numéro 2 reste Schlotterberg. Et du coup, en défense centrale, tu as Schlotterberg, Militao et Alisson qui se battent pour une place de titulaire. Et en backup, tu mets qui? Tu mets Raúl Asensio, sauf s'il y a une opportunité de vente. Si y a une opportunité de vente, évidemment, je me débarrasse d'Asensio qui, je trouve, un, en termes d'extra sportif, ça commence à déranger. Deux, en termes de comment ça s'appelle, respect de l'institution, ça a été très compliqué. Il s'est plaint que Arbeloa ne le faisait pas jouer. Pour moi, je trouve que avec son statut à lui, le fait qu'il soit un pro que depuis un an fait que tu ne dois pas te permettre d'avoir de telles exigences. Et en termes de niveau de jeu, je trouve que, attention, il est capable de faire de très bons matchs, mais il a des matchs où carrément tu sens que son QI football, il est aux abois. Tu sens que parfois, il oublie qu'il est footballeur, il fait des gestes qui n'ont aucun sens, provoque des pénaltys, prend des rouges inutiles. Donc ouais, Raúl Asensio, si je peux m'en débarrasser, je m'en débarrasse, mais sinon c'est mon cinquième défenseur. Et Rudiger qui reste dans la rotation. Et je fais monter le jeune Diego Aguado, le jeune du Castilla, un jeune joueur formé par le Real Madrid. Un joueur qui est capable de jouer à la fois latéral gauche et défenseur central. Je trouve qu'il a vraiment une belle patte gauche. C'est un joueur qui est très technique, notamment par le fait qu'il joue justement aussi latéral. C'est un joueur qui est solide, qui est assez grand physiquement parlant. C'est un joueur qui est solide. Je trouve que vraiment, on devrait donner sa chance. Je trouve que même actuellement, c'est peut-être le défenseur central du côté des jeunes du Real Madrid qui mérite le plus sa place au sein de la rotation du Real Madrid. Il y a aussi le jeune Juan Martinez que j'aimerais voir de plus en plus du côté du Real Madrid, l'équipe A, et qu'il ait du temps de jeu. Maintenant, lui, il est encore très très jeune. Et surtout, dans cette dynamique et dans ce contexte-là autour du Real Madrid, c'est très compliqué de donner du temps de jeu à des jeunes joueurs. Mais je le garde en tête. Je continue à le faire jouer les entraînements avec les pros. Et j'essaie de le faire intégrer dès que cette équipe va mieux. Maintenant, pour les latéraux. Commençons par les latéraux gauche, où là, il n'y a rien qui change. Je garde Alvaro Carreras et en doublure, je garde Fran Garcia parce que Ferland Mendy est blessé pour je ne sais combien de mois. On nous avait dit un an, on nous avait dit qu'il prendrait sa retraite. On nous a dit à la fin que c'était peut-être 5 ou 6 mois. Pour le coup, je ne vais pas encore m'en occuper parce que pour le coup, on peut ni le vendre, ni le faire jouer, ni être en backup. Donc pour le coup, il n'y a rien à faire du côté de Ferland Mendy. Maintenant, Alvaro Carreras, je le mets en tant que titulaire du côté du poste de latéral gauche. Je trouve que c'est un joueur qui peut être très complémentaire avec José Mourinho. C'est un joueur qui ne va pas hésiter à tout donner en défense. C'est un joueur qui anormalement a perdu sa place lors de cette deuxième partie de saison. Ça s'est vraiment mal passé avec Alvaro Arbeloa. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'instant? On ne sait toujours pas. On n'a pas eu le fin mot justement de cette histoire-là. Maintenant, Carras, on l'a vu en début de saison, c'est un joueur qui est capable d'être très 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 bon, à la fois offensivement comme défensivement. C'est un joueur qui est bon et à l'aise techniquement parlant. Je trouve que c'est un joueur qui a encore un potentiel. Ce qu'on a vu du côté de Benfica, on ne l'a pas encore vu du côté de la capitale espagnole. Donc ouais, Carreras, je lui fais confiance en tant que titulaire. Je trouve qu'il peut apporter de la solidité. Je trouve qu'il peut vraiment tout donner sur le terrain. Et c'est ça qu'aime José Mourinho, c'est les joueurs qui donnent leur vie sur le rectangle vert. Et je trouve que justement, Carreras, c'est le genre de joueur qui peut tout donner. Fran Garcia, j'ai été mauvaise langue avec lui. Je trouvais qu'il n'avait pas le niveau pour le Real Madrid. Alors je continue et je persiste qu'il n'a pas le niveau pour être un titulaire au sein du Real Madrid. Mais en tant que remplaçant, pour le coup, ça fait l'affaire. Tu le gardes en tant que backup, qui peut jouer quelques matchs par-ci par-là. Franchement, c'est pas si déconnant que ça. Et du coup, je préfère ne pas m'y attarder. Surtout que j'ai dépensé déjà 60 millions sur Schlotterberg. Je compte encore dépenser. Donc je préfère économiser de l'argent de ce côté-là. Du côté droit, vous pouvez le voir, j'ai mis Pedro Porro du côté de Tottenham en tant que titulaire dans ce Real Madrid version José Mourinho. Pourquoi? Parce qu'on a les adieux de Daniel Carvajal. Ça y est, il a annoncé que il quittait le Real Madrid après plus de 10 ans au club, un joueur formé par le Real Madrid. La plus grande réussite de la formation madrilène, justement, c'est Dani Carvajal, lui qui a été formé au Real Madrid, qui avait été prêté au Leverkusen avant de revenir en tant que patron au poste de latéral droit. Ça a été selon moi l'un des latéraux droits les plus sous-cotés de notre génération. Je trouve que c'est un joueur qui est très très bon, qui a apporté énormément au Real Madrid, du caractère, de la personnalité,
de la solidité et aussi ce côté très complémentaire avec tous les ailiers qu'on a eu, avec nos numéros 9, avec Cristiano Ronaldo. Ouais, non, c'est une légende du club. Il a gagné je ne sais combien de Ligue des Champions. Bah, enfin, si, je sais combien il en a gagné. Il en a gagné 6, il me semble, avec le Real Madrid. C'est absolument énorme. Un joueur charnière justement de cette génération qui a tout gagné du côté du Real Madrid. Il nous dit au revoir et là il est l'heure de préparer l'avenir au poste de latéral droit. Et j'ai pris qui? J'ai pris Pedro Porro en tant que titulaire. Attention, je l'ai mis titulaire, mais ça peut très bien être aussi Trent. Parce que Trent, je sais qu'il y a des doutes concernant son profil avec José Mourinho. José Mourinho aime les défenseurs solides défensivement. Bon, certains me diront que Pedro Porro est à peine meilleur que Trent défensivement parlant. Ce sont deux latéraux qui sont très forts offensivement parlant, qui ont une excellente qualité de balle au pied. Je trouve quand même que Pedro Porro, eh bien lui, il a un meilleur volume de jeu. Pedro Porro, je l'ai mis pour 50 millions d'euros parce que Tottenham était à ça de la relégation. Je pense qu'il va vouloir un défi un peu plus haut. Lui qui a un plus haut potentiel, c'est un joueur qui est autour de 25-26 ans, donc il va arriver dans ses meilleures années, à son meilleur niveau. C'est un joueur qui joue du côté de la Roja, c'est un joueur qui joue du côté de la sélection espagnole. C'est un joueur qui devrait être normalement sélectionné du côté de l'Espagne pour aller jouer la Coupe du Monde avec justement le sélectionneur De La Fuente. Je trouve que c'est un joueur qui apporte énormément dans la projection. Je trouve qu'il a un meilleur volume de jeu. Défensivement, je le trouve un poil meilleur quand même que Trent, même si Trent c'est absolument le néant défensivement. Maintenant, Trent a une meilleure qualité de meneur de jeu entre guillemets, de cette qualité de pouvoir faire des longs ballons, des longues relances à la relance. Je trouve que les deux sont très très bons, mais je trouve que Trent a cette capacité de faire vraiment accélérer le jeu. D'où le fait que je pense que ce sera une concurrence entre les deux. Je me permets de faire une concurrence entre deux joueurs qui auraient aussi une grosse valeur marchande parce que je trouve que le Real Madrid doit faire un nivellement vers le haut et pas vers le bas. Je ne voulais pas aller chercher un joueur qui allait être bien moins bon que Trent parce que ça voudrait dire que ce serait un nivellement vers le bas parce que si Trent est mauvais et qu'on fait rentrer un autre joueur qui est moins bon que lui, eh bien ce serait pire entre guillemets. Donc ouais, j'ai voulu aller chercher un joueur de qualité, un joueur qui a de l'expérience, qui a joué du côté du Sporting, qui a joué déjà du côté de la Liga il me semble, ou en tout cas de la deuxième division espagnole, un joueur qui est international, qui a joué en première ligue. Donc ouais, Pedro Porro pour 50 millions d'euros, je me dis que ça peut être un bon joueur qui va venir concurrencer Trent et qui va vouloir donner le meilleur justement de l'international britannique. Deux joueurs au profil de jeu à la fois différents mais qui se ressemblent dans l'aspect très bon techniquement parlant. Pedro Porro, balle au pied, il est bien meilleur dans la capacité à éliminer, à se projeter, une excellente qualité de centre. C'est un joueur qui rentre beaucoup à l'intérieur du jeu parce que c'est un latéral qui est très complet. C'est un joueur qui me fait beaucoup penser à Joao Cancelo du côté du Barça, du Bayern, d'Al Hilal et notamment de City. Je trouve que vraiment c'est un joueur qui se ressemble et j'aime beaucoup Joao Cancelo. Je trouve que c'est vraiment un joueur qui est très complet. Et Pedro Porro, c'est un joueur que je trouve aussi très complet. Donc je mets une certaine concurrence entre Pedro Porro et Trent. Même si Trent, je sais qu'il y a beaucoup qui sont sceptiques quant à son niveau de jeu et à son profil de jeu. Mais je pense réellement que dans un jeu où le Real Madrid va vouloir transitionner très rapidement vers l'attaque, avoir un Trent capable de justement en une touche trouver directement ses attaquants, ça peut être très très intéressant. Donc voilà, mon back four que je pars, si tout le monde va bien et tout le monde à son meilleur niveau. Thibaut Courtois au cage, Militao Schlotterberg en défense centrale, Carreras et Pedro Porro sur les ailes en tant que latéraux. Stop, amigo, si t'es encore là dans la vidéo, déjà merci beaucoup, ça fait énormément plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Mais je vais aussi t'inviter à liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Objectif, les 1000 likes, je sais, pour cette grosse vidéo qui va durer presque 1 heure. J'attends un maximum de likes. N'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur tablette ou smartphone. Me dire en commentaire ce que vous pensez justement de mes recrues et de mes départs et de mon 11 probable justement de José Mourinho, enfin du Real Madrid de José Mourinho. Et enfin, vous abonner si c'est pas déjà fait. L'objectif, c'est les 20 000 abonnés. N'hésitez pas à mettre la cloche de notification. Bref, je vous laisse avec le mercato idéal du Real Madrid. Maintenant, passons au milieu de terrain. Et là, vous pouvez le voir qu'il y a déjà une recrue avec justement Rodri du côté de City. Mais avant de parler de Rodri, parlons des départs. Parce que oui, si Alaba... Ah oui, j'ai oublié de parler, excusez-moi, d'Alaba. Mais Alaba, évidemment, ça part gratuitement. Il n'y a pas besoin d'en discuter. Merci pour 2021-2022. Le reste, c'était blessé. Manca pour les maillots. Merci pour tout ça. Mais là, il est l'heure d'économiser un énorme salaire. Maintenant, au milieu de terrain, je me débarrasse de Camavinga. Oui, Camavinga, c'est un joueur que j'aime énormément. Un profil de jeu intéressant. Maintenant, c'est sa énième saison au Real Madrid. Toujours pas d'évolution. Toujours les mêmes défauts, les mêmes problèmes, les mêmes choses qui vont casser ce Real Madrid dans les moments importants. Et pour moi, vous allez me dire que c'est peut-être dur, mais je pense qu'il faut s'en débarrasser. Peut-être qu'il réalisera une très grande carrière dans un autre club. Mais au Real Madrid,
il n'arrive pas à casser ce plafond de verre. Toujours ces mêmes erreurs d'attention, toujours ce ballon perdu qui va donner une occasion importante pour l'adversaire. Pour moi, on ne peut plus se satisfaire d'un joueur comme ça. Et pour moi, on ne peut plus avoir de la pitié pour des joueurs qui ne répondent pas aux attentes du Real Madrid. Donc c'est pour ça que vais mettre je vais transférer justement Kamavinga qui a encore une grosse valeur marchande. J'ai mis 60 millions pour son départ, mais on peut même s'attendre presque à 70 millions s'il y a des clubs anglais qui viennent le chercher. Je peux imaginer aussi un Paris Saint-Germain qui puisse être intéressé par l'international français qui, attention, ne participera pas à la Coupe du Monde 2026. Ça aussi, coup dur pour le français. Alors attention, il peut toujours revenir et faire une saison exceptionnelle la saison prochaine. Maintenant, je commence aussi à m'avoir des doutes concernant sa relation avec José Mourinho. Mourinho, on le sait, il va pas être tendre avec le joueur. Si tu réponds pas présent, il va te le dire. J'avais vu encore une fois une séquence de Varane dans The Bridge avec Chouamini justement où il disait qu'un jour Mourinho vient le voir et il lui dit ouais, il lui dit pourquoi t'es nul. Donc ouais, j'ai du mal à voir un Kamavinga répondre à ça. Donc ouais, je vais, et surtout, le Real Madrid a besoin de vendre. Donc je vais vendre Kamavinga pour 60 millions d'euros, ce qui va bien renfouler les caisses et qui va déjà rembourser le transfert de Schlotterberg. Malheureusement, on oublie de lui dire au revoir. Ceballos, merci pour les touches de balle, merci pour la qualité technique. Mais maintenant, ça fait des saisons qui, à chaque fois, il nous montre un petit peu quelque chose de pas mal avant de redescendre. Donc ouais, je me débarrasse aussi de Ceballos. On sait qu'il va aller du côté du Betis Séville. Monsieur, allez-y, n'hésitez pas. Et voilà, on récupère 10 millions d'euros sur lui. Je me dis que c'est pas non plus énorme et que le Betis Séville peut mettre cet argent sur lui. Et avec cet argent économisé et cet argent récupéré, je vais chercher Rodri pour plus ou moins, j'ai noté combien, 50 millions d'euros. Pour 50 millions d'euros, c'est un joueur qui a 29 ans, c'est un joueur qui revient d'une grosse blessure, mais qui a enchaîné déjà avec City, qui a fait déjà de très grosses performances, notamment face à Arsenal, notamment face à Chelsea, il me semble. C'est un joueur qui a un profil ultra important. Alors ceux qui me disent, oui, mais Rodri, 29 ans, est-ce que ça vaut le coup? Il est bon de rappeler que Luka Modric arrive du côté du Real Madrid à 29 ans aussi. Très important de signaler. Donc, j'ai envie de te dire que ce que nous a montré Modric, eh bien, Rodri pourrait le faire aussi. Rodri, très très grand joueur, Ballon d'Or controversé parce que vous le savez, pour moi le Ballon d'Or devait être attribué justement à un Vinicius Junior, mais bon, ça a été le cas ça a été donné à Rodri et tous ceux qui me disent oui mais Rodri et Vini ça va pas s'entendre. Les amis, ce sont des professionnels. Vini c'est pas un joueur rancunier. Rodri a déjà fait des appels de phare énormes au Real Madrid en disant qu'il voulait revenir jouer en Espagne, que ce qui s'est passé avec Vini n'était pas un problème et qu'il pourrait en discuter et réglerait ça très rapidement. Il a dit que le fait d'avoir joué à l'Atlético ne l'empêcherait pas de jouer au Real Madrid. Les appels de phare sont là. C'est un joueur qui a un an de la fin de son contrat. C'est un joueur qui veut partir avec surtout le départ officialisé, il me semble, au moment où je tourne la vidéo de Pep Guardiola qui, ça y est, quitte City. Donc ouais, nouvelle ère du côté de City, peut-être que ça sera sans Rodri. Pour moi, c'est un joueur qui a un profil exceptionnel. En tant que numéro 6, il va nous faire énormément de bien à la fois à la relance, pour calmer le jeu, pour tempérer le jeu justement, pour être vraiment ce métronome au milieu de terrain, pour être notre Toni Kroos, celui qui va décider de ralentir ou d'accélérer le jeu. C'est un joueur qui en a encore énormément sous la semelle. Pour ceux qui vont me dire oui, mais il sort d'une grosse blessure. Les amis, ce genre de grosses blessures, ça atteint surtout les joueurs qui sont dans l'explosivité, qui sont là pour accélérer, qui sont là pour vraiment faire la différence, notamment les ailiers ou les attaquants. Mais un milieu de terrain, un 6 qui va pas faire énormément d'accélération, c'est presque pas handicapant cette grosse blessure et il semble être bien revenu et on pourra notamment le voir aussi du côté de la Coupe du Monde qui pourra nous rassurer ou non. Mais en tout cas, Rodri, je trouve que Rodri à 80%, c'est déjà au-dessus de tous nos milieux de terrain actuels, que ce soit techniquement ou physiquement parlant. Parce que oui, techniquement parlant, on a besoin d'apporter beaucoup plus de technicité au milieu de terrain, parce qu'encore une fois, le jeu de José Mourinho se base énormément sur le milieu de terrain qui a un rôle crucial, notamment dans le travail et l'abattage défensif, mais surtout dans la cohérence et la fluidité offensive. C'est le milieu de terrain qui va être à l'origine des contre-attaques justement de l'équipe de José Mourinho. Donc ouais, Rodri pour moi c'est une évidence au Real Madrid. C'est le transfert le plus simple à imaginer du côté du Real Madrid. Un Espagnol international, Ballon d'Or, qui a tout gagné avec City et qui va venir dans une équipe espagnole du côté du Real Madrid. Pour moi, c'est le transfert simple. Alors oui, je mets 50 millions quand même sur lui. On peut peut-être négocier à 40 voire 30 millions d'euros parce qu'il a un an de la fin de son contrat. Peut-être que 50 millions, j'ai vu un peu trop haut. Mais je voulais pas non plus le mettre à 10 millions alors que je sais très bien que City ne va pas le lâcher pour 10 millions d'euros. Même si, attention, City n'a pas pour réputation de garder ses joueurs contre leur gré. Donc ouais, je pars avec Rodrigo. Donc j'enlève Tchouaméni de ce poste de 6 parce qu'à la base, Tchouaméni
n'a jamais été réellement un 6 du côté de Monaco. C'était plus un joueur box-to-box qui jouait dans un double pivot. Je le mets au milieu de terrain en tant que numéro 8. Je trouve que c'est là où il va pouvoir exploiter au mieux ses qualités. Il sera là pour faire l'abattage défensif, pour soulager un peu plus justement Rodri. Il va être celui qui va vraiment permettre à Rodri de pouvoir exprimer ses qualités, pouvoir jouer son jeu court, son jeu long, pouvoir prendre le temps. Même si on le sait, Rodri, c'est un joueur qui, je crois que sa plus grande qualité, c'est que même quand il y a un pressing sur lui, il arrive à se sortir de ce pressing d'une facilité qui rappelle un peu à l'époque Sergio Busquets du côté du Barça. Rodri, c'est vraiment un joueur de classe mondiale. Un Tchouaméni qui, je pense, peut être vraiment complémentaire avec Rodri pour le soutenir à la fois physiquement, mais aussi dans l'aspect défensif, pour l'aider un petit peu à soulager justement toutes ces nombreuses attaques, tous ces nombreux pressings qu'on va subir aussi au milieu de terrain. Et pour accompagner ce milieu de terrain, je mets Arda Güler. Arda Güler, pour moi, est un titulaire presque indiscutable dans cette équipe du Real Madrid. Cette fin de saison, cette deuxième partie de saison, il a montré toute cette qualité créative, toute cette qualité technique qui lui permet de faire la différence par la passe, par les projections balle au pied. Sa rencontre face au Bayern, le match retour où il met un doublé, c'est peut-être le match qui a montré toute la qualité justement d'un Arda Güler, que ce soit dans cette capacité à absorber le pressing adverse, c'est-à-dire ce pressing des adversaires qui va venir sur lui, et lui il est capable, par sa qualité technique, par sa qualité de dribble, de se sortir de ce pressing. C'est un joueur excellent qui peut faire avancer le jeu par la passe, par le dribble. C'est un joueur qui peut temporiser, c'est un joueur qui peut combiner. C'est un joueur qui va aider énormément à la relance avec un Rodri. Je trouve que ce milieu de terrain basé avec Rodri et Arda Güler, ça peut apporter un gap technique vraiment immense à ce Real Madrid et rendre ce Real Madrid bien plus important, bien plus fort au milieu de terrain. Parce que oui, encore une fois, je le répète, mais la mission, c'est d'améliorer ce milieu de terrain qui, cette saison, a été totalement amorphe. Oui, vous pouvez le voir, je ne mets pas Valverde titulaire. Pour moi, Valverde perd un peu sa place de titulaire, notamment avec le scandale qu'il y a eu autour avec Tchouaméni. Vous me dites, ouais, mais Tchouaméni, il est titularisé, mais apparemment, Valverde, c'est le joueur qui est le plus problématique. Selon moi, c'est en discussion aussi du côté du Real Madrid. Il va même perdre le brassard. Donc ouais, moi j'imagine presque une vente de Federico Valverde. Je ne l'ai pas mis parce que pour l'instant j'ai du mal à imaginer un club mettre 80, 90, voire 100 millions d'euros sur Valverde. Même si pour moi il les vaut, hein, il les vaut. Mais ouais, pour moi j'enlève Valverde qui est beaucoup dans l'intensité et je mets un peu plus de qualité technique. Maintenant, il y aura toujours une concurrence entre Valverde et Tchouaméni. Je veux qu'il y ait de la concurrence dans cette équipe, vous pouvez le voir, hein. J'ai pris 3 défenseurs centraux presque titulaires pour 2 postes. J'ai pris 2 latéraux droits titulaires pour un poste. Alvaro Carreras et Fran Garcia en concurrence, Rodrigo, Tchouaméni, Arda Güler. Vraiment, je veux de la concurrence. Je veux que cette équipe soit ait un nivellement vers le haut. Je veux que tout le monde se bat sur le terrain, que personne ne sente sa place garantie. Parce qu'au final, dans cette équipe, il n'y a personne qui, cette saison en tout cas, ne méritait sa place indiscutable. Personne ne méritait d'être vraiment être dans un statut de prince, de starlet, etc. À part évidemment Thibaut Courtois, mais sinon tout le reste pouvait avoir peur pour sa place. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de joueurs pour prendre la place. Et je pense qu'avec un José Mourinho qui n'a pas peur de retirer des gros joueurs, n'aura pas peur de remplacer des joueurs comme Tchouaméni, Rodri, Güler, Bellingham, Vinicius Mbappé, je trouve que voilà, avoir de la concurrence, ça peut faire du bien. Et au poste de numéro 10, je mets Jude Bellingham. Alors attention, il pourrait y avoir des rotations entre Bellingham et Arda Güler. On pourrait avoir un Arda Güler au poste de numéro 10 et un Jude Bellingham au poste de numéro 8 parce que lui aussi au poste de numéro 8 apporte énormément, notamment un peu plus de physique, un peu plus de côté athlétique parce que ouais, Bellingham a un meilleur bagage défensif qu'Arda Güler, même si attention, le press turc s'est beaucoup amélioré dans cet aspect-là. Mais Jude Bellingham, je le mets en 10. Pourquoi? Parce que j'ai envie de le voir dans ce rôle où il va vraiment aider les deux attaquants. Parce que maintenant, je vais vous montrer justement les deux attaquants. C'est donc Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Mais avant de vous dire pourquoi je garde les deux joueurs, avoir un Jude Bellingham qui va faire le pressing, qui va aider justement Mbappé et Vinicius à faire le pressing, à être là justement pour aider défensivement très haut sur le terrain, apporter justement de la pression sur la défense adverse, ça peut être très intéressant. On l'a vu face à Séville où Bellingham faisait énormément de pressing presque en tant que numéro 9 avec Vini sur le côté gauche et Mbappé à droite, ce qui pousse du coup l'adversaire à dégager le ballon et du coup à faire des erreurs et ainsi récupérer le ballon. Je trouve que Bellingham dans ce rôle-là, il peut être très très intéressant. Attention, en tant que numéro 8, il a été très intéressant aussi sur cette fin de saison, notamment son entrée en jeu face au Bayern Munich où il t'apporte beaucoup de balles au pied. Techniquement parlant, ça reste un bowler, hein. Ça reste un très très bon joueur. Ça reste un joueur qui est capable de faire la différence, qui est capable justement de casser des lignes balles au pied. Là où Arda Güler, justement, il casse les lignes par la passe, eh bien, on a un Jude Bellingham qui casse les lignes, justement, par
les prises de balles, par justement les enjambées, les dribbles, la qualité technique, son aspect physique fait énormément de bien en attaque aussi. Il pourra, dans un rôle de numéro 10 avec 3 milieux derrière lui, eh bien, il pourra se permettre de monter plus haut sur le terrain, d'utiliser justement son côté très bon en finition, parce qu'il marque pas mal de buts, il a un bon sens du but, cette qualité aussi de tête et sa belle détente pourra aussi servir énormément dans le jeu offensif. Donc ouais, Bellingham, je l'imagine dans ce rôle-là, je l'imagine aussi en tant que point de lance pour justement les deux attaquants que sont Vinicius et Mbappé. Et là, il y en a énormément qui vont crier en disant tu oses encore garder Vinicius et Mbappé. Certains me diront pourquoi tu gardes Mbappé, certains me diront pourquoi tu gardes Vinicius, parce que c'est un mercato idéal, mais il y a une réalité encore une fois. Les deux joueurs veulent rester au Real Madrid. Les deux joueurs, eh bien, ils sont voulus par le président qui est Florentino Pérez. Moi, je veux garder Vinicius absolument. Je veux être très honnête avec vous, c'est que Kylian Mbappé, si je pouvais choisir, eh bien évidemment, je pense que je m'en séparerais par son profil, par les problématiques qu'il est, par le fait que aujourd'hui, attention, c'est pas lui le plus gros problème du Real Madrid, mais il fait partie du problème et son profil de jeu aujourd'hui, il est en trop dans ce Real Madrid et je trouve que dans le côté création, le côté vraiment aller taser les joueurs sur le côté gauche, Vinicius Junior est un bien meilleur joueur que Kylian Mbappé, mais en même temps Kylian Mbappé est un bien meilleur finisseur que Vinicius Junior. Mais les deux joueurs, je veux les faire jouer, mais je veux faire jouer Vinicius sur un demi-espace gauche et Kylian Mbappé sur un demi-espace droit et avoir justement un Jude Bellingham qui va monter presque en tant que numéro 9 et avoir ces deux flèches en contre-attaque. Pour moi, José Mourinho est le dernier espoir pour imaginer un Real Madrid qui fonctionne avec à la fois Vinicius et Mbappé. Pour moi, ces deux joueurs-là peuvent fonctionner avec une seule condition, c'est que les deux joueurs s'occupent de leur côté. Vinicius Junior sur le demi-espace gauche, côté gauche, Mbappé sur le demi-espace droit, côté droit. D'ailleurs, le meilleur poste selon moi, les fois où j'ai vu les actions les plus intéressantes de Mbappé au Real Madrid, c'est sur ce demi-espace droit parce qu'en tant que numéro 9, il n'arrête pas de ne pas prendre justement cette foutue profondeur. Il dézone énormément, ce qui ralentit tout simplement le jeu parce qu'il n'a pas les qualités d'un playmaker, qu'on le veuille ou non, que les fans, que les Bappistes, les Bappers le veuillent ou non, mais sur le côté droit, quand il prend la profondeur, quand il attaque, quand balle au pied, il est capable justement d'éliminer, c'est sur le côté droit, parce qu'encore une fois, je l'ai répété toute la saison, ça a été mon combat. Mbappé sur le côté gauche, c'est trop prévisible. En tant que numéro 9, il n'arrive pas à créer la différence et surtout, il crée un énorme problème, c'est le no man's land au poste de numéro 9. Je suis sûr que Bellingham apportera énormément plus en tant que numéro 9 que Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé sur le côté droit, c'est imprévisible parce qu'il est capable de rentrer à l'intérieur comme l'extérieur, il est capable de tirer en croisé, il est capable de centrer, il est capable de provoquer des pénaltys. Il a provoqué énormément de pénaltys sur ce demi-espace droit. Donc ouais, je pars avec Kylian Mbappé sur ce côté droit. Demi-espace droit, évidemment, je ne lui dis pas de coller la ligne. Vinicius, pareil, sur le côté gauche, je ne lui demande pas de coller la ligne, mais dans le demi-espace gauche. Et avoir un Bellingham qui va venir le soutenir les deux attaquants et pouvoir leur libérer de l'espace pour que les deux puissent contre-attaquer. Parce que oui, dans le jeu de José Mourinho, dans le Real Madrid de José Mourinho, ces deux joueurs-là, même ces trois joueurs-là, vont avoir un rôle crucial parce que ce sont eux qui devront aller terminer les occasions, parce que ce sont les joueurs les plus rapides qui vont devoir transitionner très rapidement et qui vont devoir jouer avec intelligence de jeu et pas égoïsme. Parce que oui, ce qui fait défaut à cette équipe, c'est l'ego. Et j'espère que José Mourinho, qui est lui aussi un très gros ego, pourra justement régler les problèmes de cette équipe-là. Donc vous pouvez voir le 11 titulaire justement de cette équipe du Real Madrid sous, j'allais dire Xabi Alonso, non, sur José Mourinho avec Thibaut Courtois au goal dans sa quête de losange, Militao, Schotterberg, parfois Dineyson en tant que titulaire de la charnière centrale, Carreras, Pedro Porro sur les ailes, Rodri au poste de numéro 6, les deux 8, on aurait Chouamini et Arda Güler au poste de numéro 10, Jude Bellingham, et les deux attaquants, les deux flèches qui devront à la fois marquer et provoquer, les messieurs Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Attention, en tant que remplaçant, vous allez me dire peut-être que c'est un peu juste, mais j'ai encore des transferts, les amis. Attention, j'ai encore des transferts, j'ai encore des recrues. Donc, je vous montre directement la rotation, et là, vous allez voir déjà plusieurs noms, vous allez vous dire, ah, qui sont ces gens-là. Donc au goal, je pars avec Lunin en tant que défenseur. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire au bout de la défense, mais non, en tant que gardien de but. Pour les remplaçants, je pars avec Diego Aguado devant justement Raúl Asensio, que je trouve plus intéressant. Là, vous allez me dire, ouais, mais on voit pas Dineysen, parce que Dineysen, je le considère comme un titulaire déjà avec le Real Madrid. Rudiger en tant que remplaçant, Fran Garcia et Trent sur les côtés, mais vous le savez, Trent pourra batailler justement avec Pedro Porro au poste de latéral droit. En tant que numéro 6, je vais avec Thiago Pitarch, parce que même s'il y a énormément de gens qui n'apprécient pas forcément son profil de jeu, qui trouvent qu'il n'apporte pas énormément, son travail invisible, son jeu sans ballon est excellent, son activité, son énergie débordante apporte énormément, notamment quand il va harceler le porteur de balle adverse, et je pense que c'est un profil de jeu qui peut plaire justement à José Mourinho. Donc ouais,
Ça peut être intéressant de le voir jouer. Il a montré énormément de bonnes choses. Je trouve qu'il n'a pas encore montré tout son potentiel et toutes ses qualités parce que c'est un joueur qui, techniquement parlant, a énormément de qualités et peut faire la différence balle au pied. Parce que là, tout ce qu'on a vu d'intéressant, c'est sans le ballon, mais avec ballon, il a encore beaucoup sous la semelle et on l'a vu, enfin, je l'ai vu notamment dans les matchs avec le Castilla, avec durant la Youth League, avec Alvaro Arbeloa. C'est un joueur qui en a sous la semelle. Il faudra faire vraiment attention à lui. C'est un joueur qui va continuer à batailler pour avoir du temps de jeu et qui pourra apprendre énormément auprès de Rodri. Valverde, je vous en ai parlé, il sera en concurrence avec Tchouaméni, avec Arda Güler, ce sera vraiment le meilleur qui joue. Attention, je ne le relègue pas non plus dans un rôle au second plan, mais voilà, un statut et un rôle remis en question. Et vous pouvez voir que l'autre milieu de terrain, c'est Keith Smith du côté justement des Pays-Bas, un joueur qui joue du côté de l'AZ Alkmaar, il me semble, si je me trompe pas, il me semble que il joue du côté de l'AZ Alkmaar. Ouais, confirmation, il joue du côté de l'AZ Alkmaar. Et ça, c'est un petit joyau néerlandais, très très bon joueur. Alors là, il ressemble à Kevin De Bruyne. Il a un style de jeu qui ressemble à De Jong, donc néerlandais comme De Jong. Et en plus de ça, il ressemble aussi dans le style de jeu à un Pedri. C'est un joueur qui, techniquement parlant, très bon et très solide physiquement parce il fait un bon 1m85, il me semble. Très bon physiquement. Un joueur qui peut jouer en tant que numéro 8, numéro 10, même en tant que numéro 6. C'est un joueur qui est excellent à la relance, qui va venir devant la défense pour aider à la relance. C'est un joueur qui, techniquement parlant, c'est très très bon. Ronald Koeman l'a même dit du côté de la sélection néerlandaise qu'il voyait en Keith Smith un joueur qui ressemble à Pedri, lui qui a entraîné aussi Pedri. C'est un joueur qui fait énormément de différence balle au pied, il se projette énormément par le dribble, il gagne énormément de dribble. Le fait qu'il soit très technique, très bon en dribble et surtout qu'il a un bon gabarit à 1m85, très solide, eh bien ça lui permet justement de se projeter énormément. Quelques lacunes défensives mais qui peut encore améliorer. C'est un 2006 donc il n'a que 20 ans, très très jeune encore une fois. C'est un joueur que énormément de clubs veut s'arracher. Moi j'ai mis dans les arrivées, je l'ai mis pour une trentaine de millions d'euros parce qu'il est évalué à 25 millions d'euros, mais on peut augmenter à peut-être 40 voire 50 millions d'euros. Je le mets dans la rotation, mais attention, dans la rotation, mais même dans la concurrence. Hein, c'est un joueur qui peut, attention, prendre la place à un Arda Güler s'il a une phase de moins bien. Il peut prendre la place d'un Tchouaméni. C'est un joueur qui, techniquement parlant, est très très brillant, très bonne qualité de passe, une excellente vision de jeu aussi. Ça aussi, c'est super important et super intéressant. Mais moi, je le vois bien au sein de cet effectif du Real Madrid. C'est un joueur qui, on l'a vu porter le maillot du Real Madrid, mais apparemment son club de cœur, c'est le Barça. Mais t'inquiète pas, copain, on va vite changer ça et tu vas vite devenir fan du Real Madrid parce que de toute façon, au Barça, il y a tellement de profils qui te ressemblent. C'est mieux que tu viennes au Real Madrid. Vous pouvez le voir que je mise beaucoup sur des joueurs très techniques. Rodri, Güler, Keith Smith. C'est un joueur vraiment avec un gros potentiel, mais je pense que j'en ferai une vidéo à part entière sur ce joueur-là s'il y a un peu plus de rumeurs de sa venue au Real Madrid. C'est vraiment un joueur que je trouve qui peut apporter énormément à ce Real Madrid en sortie de banc, dans les matchs de rotation, et je trouve qu'il peut prendre la place par exemple comment ça s'appelle, d'un Camavinga qui lui va être remplacé. Je trouve qu'il a plus de potentiel qu'un Camavinga actuellement. Donc ouais, je passe sur le joueur néerlandais. Ensuite, en poste de numéro 10, je récupère le bon vieux Nico Paz, qui je suis sûr et certain va faire une très grosse Coupe du Monde. Rappelez-vous-en, c'est un joueur que je trouve très intéressant, très bon techniquement, on en a parlé des tonnes de fois sur la chaîne YouTube. Si jamais il revient, j'en referai une grosse vidéo pour parler de toutes ses qualités, mais c'est un joueur qui ressemble à Arda Güler dans le positionnement. C'est un joueur qui joue en 10, qui peut jouer en 8. C'est un joueur qui est vraiment le créateur, le meneur de jeu. Je trouve que vraiment il peut venir batailler pour avoir une place dans ce Real Madrid. Ça ne m'étonnerait pas qu'il devienne un titulaire assez rapidement. C'est un joueur qui est élégant, un joueur formé du côté du Real Madrid, donc ça fait extrêmement plaisir. C'est un joueur qui du côté de Como en 2 saisons a explosé et est devenu exceptionnel. Ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant avec Nico Paz. Donc ouais, très content de le revoir du côté du Real Madrid. Le Real Madrid devrait activer la clause de rachat pour 10 millions d'euros. Donc voilà, ça fait encore une fois 10 millions d'euros de dépenser. C'est un joueur, attention, il va falloir vraiment faire attention à lui. Hein. Je pense vraiment que lors de la Coupe du Monde des clubs, il va être très intéressant. Je pense vraiment que si même on décide de jouer avec 3 attaquants, qui pourrait être ce joueur qui joue au poste d'ailier droit, ça peut être ce type de joueur là, mais bon, il faudra faire très attention à lui. Je pense que c'est un joueur qui peut faire la différence. Rodrigo, vous le voyez, je le mets dans la rotation aussi parce que, eh bien Rodrigo, tout simplement là, il a une grosse blessure, il revient pas avant peut-être 2027 il me semble, donc je l'ai mis là, mais évidemment ça peut être remplacé par Brahim que je garde. Je vends Gonzalo Garcia parce que c'est un profil intéressant, mais je trouve que
avec le retour que vous avez pu voir d'Hendrick. Je pense qu'Hendrick va revenir, lui qui a fait une très bonne partie de saison avec l'Olympique Lyonnais, où il a montré ses qualités à la fois sur le côté droit, mais aussi en tant que numéro 9. Il a montré ses qualités aussi à la fois de playmaker, c'est-à-dire ses qualités de passe, sa vision de jeu très intéressante. Il a été sélectionné du côté du Brésil pour aller faire cette Coupe du Monde. Il va revenir avec une meilleure expérience, avec un peu plus de confiance. Il veut réussir au Real Madrid. C'est un joueur que je considère très spécial, Hendrick. Donc ouais, Hendrick du côté du Real Madrid, je pense qu'il va revenir, il sera dans la rotation, qui sera l'un des premiers attaquants à rentrer en jeu. Brahim, qui sera lui aussi dans la rotation, ce fameux joker. Je pense pas qu'il puisse devenir titulaire, mais je pense qu'il peut vraiment s'installer en tant que joker de cette équipe du Real Madrid. Et du coup, Gonzalo Garcia, je le vends pour une trentaine de millions d'euros. Je sais qu'il y a pas mal de clubs qui seront intéressés par lui. Il faut renflouer les caisses. Je trouve que c'est un joueur qui a des qualités. J'oublie pas ce qu'il a fait cette saison-là, mais malheureusement, je trouve que dans ce Real Madrid là, il va avoir du mal à exister, surtout avec une attaque à deux. Ouais, malheureusement, je m'en sépare. Peut-être inclure une clause de rachat si jamais il l'expose encore une fois. Mais bon, je pense qu'il n'a pas trop d'avenir du côté du Real Madrid, même si je pense qu'il a un grand avenir dans le football. Et Massantuno que je prête parce que, comme dans mon style de jeu, dans mon schéma de jeu, je n'ai pas d'ailier droit, eh bien, entre guillemets, il me sert à rien. Et même si en numéro 10, je trouve qu'il est très intéressant. Et je trouve que c'est un joueur, attention, Massantuno, on tombe énormément sur lui. Pour une première saison, 18 ans, il changement de continent, le temps de l'adaptation, il a eu sa pubalgie, il a eu énormément de freins pour lui. Je trouve que c'est un joueur qui, attention, a énormément de potentiel. On est en train de l'enterrer, mais je trouve qu'il peut revenir. Je ne sais pas s'il va être sélectionné du côté de l'Argentine, mais si c'est le cas, ça peut être intéressant de le voir à la Coupe du Monde. Mais moi, je le prêterais du côté de justement de Como qui aura perdu un numéro 10. On récupère Nico Paz qui nous l'ont bien formé et ils récupèrent eux Mastantuono qui peut encore se régaler et qui peut avoir un avenir du côté du Real Madrid. Du coup, côté départ, on a Alaba gratuitement. On économise aussi un très très gros salaire avec Alaba qui est l'un des plus gros salaires justement du Real Madrid. Le départ de Carvaral gratuitement, Camaviga pour une soixantaine de millions d'euros, Ceballos pour une dizaine de millions d'euros, Massantuno en prêt et Gonzalo pour 30 millions d'euros. Pour les arrivées, Schlotterberg pour une soixantaine de millions d'euros, Pedro Porro pour 50 millions d'euros, Rodri une cinquantaine de millions d'euros, Kismith 30 millions d'euros, Nico Paz 10 millions d'euros et le retour de prêt d'Hendrick. Voilà. On part du coup avec 6 recrues dans cette équipe du Real Madrid et tout simplement 6 départs. Voilà, l'équilibre parfait. En termes de balance de transfert, on est à moins 110 millions, ce qui est déjà mieux que ce qu'on a fait la saison passée où je crois qu'on était à moins 190, voire moins 200 millions d'euros. Donc là, on a réussi à vendre un petit peu et encore, ça c'est sans les surprises des ventes, c'est-à-dire une vente surprise par exemple d'un Valverde ou d'un Tchouaméni, etc. Donc ouais, je trouve que c'est une bonne balance pour faire une petite révolution. J'ai renforcé la défense qui est le secteur le secteur phare justement de José Mourinho. Donc voilà, c'est donc ainsi qu'on voit mon équipe, mon 11 probable sous José Mourinho. J'attends vos avis en commentaire sur mon 11, sur mes recrues. J'ai pas été chercher de neuf parce que, comme je vous l'ai dit, avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior, c'est très compliqué d'imaginer une venue d'un neuf. Maintenant, s'il y a l'un des deux qui quitte le Real Madrid cet été, eh bien, on refera une vidéo sur ça. N'hésitez pas à me donner vos avis sur mon mercato, sur les recrues que j'ai faites et sur les joueurs que j'ai vendus. Est-ce que vous aurez vendu un peu plus de joueurs? Dans les joueurs de rotation que j'ai pas cités, il y a évidemment les jeunes du Castilla. On a tous les jeunes qui ont joué cette saison. On a même en défense. Je veux vraiment que. En fait, j'ai voulu d'abord récupérer une équipe, un 11 titulaire très fort, avec des joueurs de rotation très forts et du coup des jeunes qui vont venir justement peaufiner tout ça. La vidéo fait déjà 47 minutes les amis, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker énormément, j'attends vos avis en commentaire, super important. N'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur tablette ou smartphone, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'objectif c'est les 20 000 abonnés pour cette grosse vidéo, j'attends de vous vraiment un énorme soutien. Bref, je vous dis à très très vite, c'était Ous et un avis dans les dans la mer.